Shall we begin? Sollen wir mal sehen, was für Fragen noch zusammenkommen. Wir haben ja im Bus schon einen ganzen Katalog formuliert. Wenn der Kommissionspräsident auf das alles antworten muss, dann wird der Dialog 5 Stunden dauern. In der Kürze liegt die Würze, in der Substanz wohlgemerkt. Ja, wir können direkt in Herr Barroso. Die Spannung steigt. Wir sind ganz interessiert, ob es uns gelingt, ein neues Gruppenfoto zu machen. Wir sind aber ganz positiv, dass es klappen kann. On a participé au concours Shine Stars of Europe, donc ça consistait à faire une vidéo comment on voyait l'Europe, ce qu'on voulait améliorer. On voulait en quelques lettres dire ce qui était l'Europe pour nous. Et donc on a dit, donc le E était pour l'égalité, le U pour l'union, le R le respect, l'O pour l'organisation, et le P pour le partage, le A pour... Maintenant on a vu un peu. Nous sommes très contents de pouvoir venir ici parce que l'Europe est quand même un sujet qui nous concerne tous. Repeat, this is not a drill. Je suis très ravi que le président de la Commission européenne ait pris la peine de venir voir comment ici en Belgique et en particulier à Liège, on tente de développer ce sentiment de rapprochement entre des jeunes de toute l'Europe. Partout en Europe, c'est un événement très important qui met en rapport les jeunes de l'Europe pour la construction ensemble de votre avenir. Vous savez que l'emploi des jeunes est aujourd'hui notre priorité. En organisant les actions Jeunesse au mouvement, la Commission veut doter vous, les jeunes, d'un maximum de chances pour aborder le marché du travail. Dans notre monde aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'échanger des expériences et, je vous dis, profitez des projets européens car ils vous appartiennent. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Barroso, d'abord une petite réaction à chaud. Vous avez passé la journée dans la cité ardente. Est-ce qu'elle est aussi ardente qu'on le dit? Comment vous l'avez trouvée, cette ville de Liège? J'ai trouvé très ardente et moi je suis un défenseur ardent de Liège. Après avoir été ici, j'ai commencé la journée à l'université. Après je suis allé au centre spatial de Liège. Derrière, j'avais reçu à l'université des représentants de la métallurgie de cette région, aussi des producteurs de lait. Après, j'ai rencontré les principales autorités de la ville, de la province. J'étais aussi visiter l'Opéra Royal de Wallonie, qui monte énormément de prestige. Maintenant, je suis au théâtre, ici avec vous. J'ai aussi visité, enfin inauguré le programme Jeunesse au mouvement, chapiteau, la cathédrale. Voilà, c'est un programme intéressant, mais je crois que le plus intéressant en termes de dialogue sera maintenant. Donc, je m'en réjouis d'être avec vous. Alors 550 personnes, vous, dans la salle, qui pourrez réagir. Prenez tout de suite votre petit boîtier. On va commencer par vous poser la première question sur votre sentiment. À mon avis, et ça c'est mon appel très sincère, si vous n'êtes pas content avec un aspect en Europe, engagez-vous, ne tournez pas le doigt à l'Europe, parce qu'à mon avis, le grand danger pour l'Europe, ça ne vient pas simplement des anti-européens, ça vient parfois un peu de l'indifférence des pro-européens, qui pensent que c'est acquis, qu'il ne faut rien faire, donc engageons-nous. Si on n'est pas content avec un aspect, essayons d'améliorer. Des réactions recueillies par les étudiants de la haute école de la province de Liège, étudiants en communication. Je me sens plutôt plus européen que belge. D'abord belge. L'Europe c'est trop vaste, pour moi il n'y a pas vraiment d'identité, donc
Je préfère me sentir belge dans l'Europe qu'européen. Être citoyen européen, c'est accepter de s'ouvrir aux autres pays, aux autres cultures et peut-être diminuer un petit peu le sentiment de racisme qu'il y a un peu partout dans l'Europe et c'est se lier aux autres. C'est très bien de la soirée, parler de ce que l'Europe a fait pour sortir de la crise. Messieurs, on peut dire aujourd'hui que 36% des Européens, un peu moins de 4 Européens sur 10, estiment que la crise économique aura des impacts sur l'emploi, atteint son maximum. Donc on a évité le pire. Par contre, un Européen sur deux, plus de 56% estiment que le pire est à venir encore. La vérité est qu'aujourd'hui l'Europe, c'est 28 pays. Ils n'ont pas tous la même position. Tout à l'heure on parlait, à cause des fonds structurels, par exemple dont Liège a bénéficié. Il y a des pays de l'Europe qui ont demandé à ne pas avoir l'argent pour les régions riches ou moyennement riches, pour concentrer l'argent dans les régions les plus pauvres. Est-ce que la recette pour faire face à la crise, la recette de l'Union, c'était la bonne recette? Alors, l'Union européenne est-elle l'endroit pertinent pour répondre à la crise? Oui. Est-ce que les institutions européennes sont les plus adéquates pour répondre à la crise? Je ne le pense pas. Je pense que le Conseil européen, en ayant des États qui ont des visions différentes sur les remèdes à apporter, a empêché l'Europe d'avoir une vision homogène et un dynamisme homogène pour répondre à la crise. Et quand je vois les efforts notamment du vice-président Tajani en matière de réindustrialisation, c'est heurté aux États membres qui n'ont pas accepté un plan ambitieux pour la sidérurgie, pour relancer un certain nombre d'éléments, dont nos institutions ne sont pas assez fédérales. Nous qui sommes profondément européens. Je dirais la Belgique est probablement un des pays, si ce n'est le pays, avec le Luxembourg probablement, parmi les plus européens des 28. Eh bien, nous disons qu'il faut améliorer le fonctionnement de l'Europe. Très souvent, l'Europe est le bouc émissaire des problèmes au niveau national. Il y a une tendance parfois que les gouvernements, quand les choses vont bien, ou les hommes politiques en général nationaux, quand les choses vont bien, disent que ça c'est leur mérite, quand les choses vont mal, c'est la faute à l'Europe. Mais je crois que c'est injuste à l'égard de l'Europe. Injuste et dangereux peut-être. Dangereux, bien sûr. Ça donne des arguments aux forces populistes extrémistes. Et je crois que nous avons besoin de garder cet esprit européen. Je vous donne des exemples. Matière de l'emploi. La matière de l'emploi, l'essentiel des mesures, c'est au niveau national. C'est ça ce qui dit le traité. Bon, nous avons quand même maintenant créé des nouveaux instruments, mais avec quelle difficulté? Parce que certains gouvernements ne voulaient pas créer des instruments au niveau européen. Mais à force de dire que l'on a une décision difficile à prendre et qu'elle est une décision purement européenne, alors qu'on y a participé à l'unanimité, on participe à créer un sentiment anti-européen. Cela étant, autour de la table de conseil, il y a encore beaucoup trop de réflexes purement nationaux, intergouvernementaux. D'ailleurs, la même idée est toujours autour de la table. Comment renforcer le poids de la Commission comme un véritable gouvernement de l'Union européenne? Ça, ce sera possible le jour où on aura un certain consensus pour aller vers une Europe plus fédérale, c'est vrai, où le Parlement sera élu direct, le Conseil des ministres sera le représentant des États et la Commission sera un vrai gouvernement. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Et nous avons présenté maintenant aux États membres un plan pour l'acier en Europe qui passe par plusieurs mesures. C'est un plan très vaste. Par exemple, le problème essentiel maintenant, c'est qu'il y a une baisse de la demande en Europe. C'est pourquoi nous avons aussi lancé un programme pour la réindustrialisation, notamment sur l'automobile, le plan qu'on appelle CARS 2020. Nous avons aussi lancé maintenant un plan pour l'habitation soutenable, parce que le problème c'est aussi lié à un manque de construction. Nous avons créé, d'ailleurs c'était créé dans ma première commission pendant mon premier mandat, le fonds d'ajustement à la mondialisation qui a 150 millions d'euros par an pour appuyer les travailleurs qui pourront ne pas continuer à avoir du travail, pour qu'ils puissent avoir des formations complémentaires. Tandis qu'il y avait l'unanimité pour les mesures de consolidation budgétaire qui sont aussi indispensables, il n'y avait pas l'unanimité pour la relance économique. Au moins depuis 2010 que je suis en train de dire publiquement que la consolidation budgétaire à elle seule, ça ne suffit pas. Il faut consolider budgétairement parce que la dette dans certains pays c'était vraiment insoutenable, c'est évident. Il y avait la panique dans les marchés, mais il nous faut aussi les réformes pour la compétitivité et il nous faut l'investissement pour la relance. La Commission s'est battue pour avoir plus d'investissement en Europe. Et ça, là, il faut faire la part des choses parce que très souvent, c'est l'Europe qui prend les responsabilités qui vraiment, nous n'avons pas les instruments pour répondre aux attentes. Je partage. Une question, oui. Je voudrais savoir qui, selon vous, est responsable de la crise, qui a causé la crise, et savoir si vous êtes
si vous trouvez normal que tout le monde doit payer les pots cassés. C'est une excellente question. Qui a créé la crise? C'est pas l'Europe. Qui a créé la crise, c'est le secteur financier avec des comportements complètement irresponsables, avec l'accumulation de la dette privée, et aussi certains gouvernements avec trop de dépenses publiques. Nous avons vu maintenant que la croissance appuyée sur la dette excessive, soit la dette privée, soit la dette publique, n'est pas soutenable. La crise n'a pas commencé en Europe, la crise a commencé aux États-Unis, ça a touché après leur système financier, et nous avons eu une crise sans précédent, où nous avons eu des problèmes dans le système financier, des banques qui n'avaient pas assez de capital. Vous pointez les responsabilités, M. Barroso. Qu'est-ce qu'on a fait pour réguler les banques? Est-ce que l'Europe a fait suffisamment? C'est un peu la question. Le système financier a la responsabilité, une partie, pas tout le système financier. Je ne vais pas maintenant faire d'anathème sur un secteur. Nous avons besoin d'un système financier. Mais il y a des comportements même criminels dans le système financier. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est un peu ça la question. Bon, on a essayé de sauver les banques. Pourquoi? Même ici en Belgique, vous connaissez bien ce qui s'est passé aussi en Belgique. C'est pas simplement dans la périphérie, comme on dit plus souvent. D'ailleurs, les plus grands problèmes dans les banques en Europe, vous savez quels étaient les pays qui ont dépensé plus d'argent pour sauver les banques? Le plus grand pays, le plus grand dépense pour sauver les banques, c'était dans l'Angleterre. Seulement, on en parle moins. Après, le deuxième, c'était l'Allemagne. On en parle moins parce que les Allemands ont pu eux-mêmes payer pour pas demander de l'aide. L'Irlande était le pays qui a dépensé le plus par rapport à son produit intérieur brut. Mais après, il y a eu la Grèce, il y a tous les autres pays. Mais attention, si on n'avait pas sauvé les banques, quelle serait la conclusion? C'est très facile aussi de dire « Ah, mais ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation maintenant ». Aimeriez-vous une situation comme celle qui s'est passée en Islande, où les gens allaient dans ce bancomat pour utiliser la carte crédit, il n'y avait pas d'argent? Monsieur Barroso, pardon de vous couper, mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'on a suffisamment tiré les leçons de la crise bancaire et financière qu'a fait l'Europe? C'est ça la question. Nous avons tiré des leçons. La preuve, c'est qu'on a créé des instruments qu'on avait auparavant. La preuve, c'est qu'il y a 1 an, 2 ans, tout le monde parlait de l'implosion de l'euro. Aujourd'hui, les investissements retournent en Europe. Même des investissements qui étaient aux États-Unis, qui étaient en Asie, parce que l'Europe a su, avec beaucoup de sacrifices, la solution n'est pas parfaite, mais regagner la confiance. Et donc, juste avant de passer dans le public, est-ce que si ça se reproduit demain, est-ce qu'on est protégé aujourd'hui? C'est la question qu'on veut savoir. Beaucoup mieux. Nous avons maintenant le fonds de stabilité financière qui est environ 700 milliards d'euros, c'est plus d'1 trillion de dollars. Nous avons maintenant des règles qui nous protègent beaucoup. Donc maintenant, ce que nous avons fait, c'est construire en pleine tempête des bateaux de sauvetage. On n'avait pas ces instruments. Et d'ailleurs, au début, vous vous rappelez, encore une fois, certains gouvernements ne voulaient rien faire. C'est nous, enfin les plus pro-européens, qui ont lutté pour solidarité, pour aider la Grèce. Il y avait des gens qui disaient « laissons tomber la Grèce ». Moi, j'étais il y a 1 an et demi avec les chefs des grandes banques européennes. Je leur ai demandé « combien d'entre vous pensent que la Grèce sera à l'euro ?» Et tous, sauf un, ont dit la Grèce sera en dehors de l'euro à la fin de l'année. Pourtant, elle est avec nous. Donc, effectivement, je crois qu'il faut faire la part des choses. On a aujourd'hui une situation bien meilleure que celle-là. Il y avait des erreurs. Moi aussi, j'aurais préféré des réponses beaucoup plus fortes et plus avancées. Mais il faut avoir l'accord, le consensus entre les 18 membres de la zone euro et parfois les 27, maintenant 28 membres. Voilà, c'est très bien. Les citoyens payent et les banquiers n'auront pas payé et ne paieront sans doute jamais. Vous savez que la Commission européenne, précisément pour que les banques paient aussi sa part, a proposé la création d'une taxe sur les transactions financières. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et cette taxe, elle n'est pas toujours égalité. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gouvernements ne voulaient pas. Comme il n'y avait pas l'unanimité, on a créé une coopération renforcée avec 11. Maintenant, il y a pas mal de doutes. Mais peut-être en style télégraphique, d'abord en Belgique, on a instauré une taxe sur le secteur bancaire. Le secteur bancaire rembourse l'ensemble des interventions qui ont eu lieu à son et même plus vite que prévu. Plus vite que prévu et plus fortement parce qu'on a ajouté au remboursement une taxe. 2, sur le plan européen, pour être quand même très clair, c'était Mario Draghi. Vous savez, son expérience d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans le secteur, ça n'est pas nécessairement désagréable. On doit jouer des joueurs de football dans le football, mais peut-être aussi des spécialistes de la finance pour les banques centrales. Alors dans la Banque centrale, ce que l'on a fait en Europe maintenant, c'est confier justement à la Banque centrale le contrôle des banques européennes. Avant, nous faisions ça chacun chez soi. Alors quand on dit qu'on a progressé, je suis convaincu qu'en confiant cette responsabilité à la Banque centrale européenne, on crée une supervision sur l'ensemble du territoire. Est-ce suffisant? Non. Et puis, est-ce que les banques ont payé? Ça dépend de ce que vous appelez les banques. Mais en principe, les banques sont leurs actionnaires.
Je peux vous dire, interrogez les actionnaires en Belgique par exemple, de Fortis, de Dexia, ils ont payé. Dans Fortis, tout a été perdu avant que le contribuable n'intervienne et le contribuable est remboursé. Donc il faut savoir ce que l'on entend par les banques. Elles payent. Et la première des responsabilités d'un actionnaire d'une banque, c'est d'assumer ce paiement, c'est d'assumer la charge. Chez nous, ça a été le cas. Donc pour vous, l'Europe signifie plus de solidarité entre les États membres et entre les régions de chacun des États. C'est pas ça la question. Ah, je pense que c'est l'idéal. Malheureusement, quand vous voyez... Suffisant? Non, c'est l'idéal. Est-ce que c'est le cas? Non. Lorsque vous voyez les Britanniques réclamer leur rabais et ne pas être totalement solidaires, aujourd'hui, malheureusement, l'esprit européen est en panne. Et je pense que l'idéal européen, l'idéal fédéraliste, est malade et qu'il faut absolument, et cette soirée aujourd'hui est très importante, de dire l'Europe c'est l'affaire de tous les citoyens, mais il faut que tous les citoyens pensent que l'Europe c'est leur affaire. Et alors on aurait une Europe plus solidaire. Alors je pense que la Commission a une vision transversale. Et de nouveau, les États membres, en ce compris nous probablement, nous voyons d'abord ce que l'Europe peut nous donner avant de dire comment on peut être solidaire du reste. On le voit aussi avec la Grèce. S'il y avait eu une vraie solidarité avec le peuple grec, on n'aurait pas laissé le peuple grec arriver dans cet état-là. Et quand vous voyez que Chypre, à un moment donné, a mis en danger le système européen, c'est parce qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, une vraie volonté de solidarité. L'élargissement vers le sud, ça a été un soutien massif vers la Grèce, le Portugal, l'Espagne. L'ouverture à l'Est, c'est un soutien massif à tous ces pays qui nous ont rejoints. Et pas seulement pour le débat économique, il faut quand même rappeler que le projet européen, c'est aussi la paix sur l'ensemble du continent. C'est la plus longue période de paix qu'on ait jamais connue. Et c'est la démocratie qui s'installe dans des régions où on ne connaissait pas ce système. Alors, la solidarité, elle est là, elle n'est pas suffisante. Je crois simplement que l'étape suivante, il faut être très conscient de cela, c'est de transférer certaines compétences au niveau européen. On a fait une monnaie unique, on a une banque centrale unique, on a encore des budgets gérés par chacun des pays. Aussi en Belgique, est-on prêt, par exemple, à ce que des mesures fiscales, des mesures sociales, soient prises à l'échelon européen à la majorité qualifiée? Ça veut dire que parfois, nous serons peut-être aussi dans la minorité, mais de laisser un vrai projet européen se développer. C'est ça l'enjeu suivant. Si on veut être solidaire, il faut accepter de transférer un certain nombre de compétences à l'Union européenne. C'est seulement maintenant qu'on commence, on n'a pas encore là, mais on commence à donner des instruments de supervision au niveau européen pour que la Banque Centrale Européenne, avec les superviseurs nationaux, puisse aller voir la comptabilité de chacune des banques, ce qu'elles font. Vous voyez, c'est pourquoi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour défendre la Commission, c'est pour vous dire la vérité, parce que parfois la vérité n'est pas tout à fait racontée, que l'Europe parfois prend dans le discours politique la responsabilité là où elle n'avait vraiment pas les moyens. Maintenant on est en train, grâce à la crise, là je crois qu'on peut dire qu'on a quand même appris la leçon de la crise, d'avoir un système de supervision européenne, parce que plus important que ce soit des banques d'investissement, des banques commerciales, le plus important c'est qu'elles utilisent les bonnes normes de prudence et qu'elles ne fassent pas le genre d'aventure comme on a vu à Lehman Brothers, mais aussi à pas mal de banques européennes. Quand je vois comment les troïkas, dans les pays, je pense à la Grèce, ont été demandés à des pays qui étaient au bord de l'asphyxie, des mesures d'austérité qui allaient au-delà de ce que nous avions voté et qui ont entraîné une récession dans ces pays, ce n'était pas ce que nous avions souhaité. Et l'application telle que la Commission la propose et qui implique une non-relance économique, je trouve que là, vous nous avez payé. Allez, réaction courte de M. Barroso. La Commission fait partie avec la Banque Centrale Européenne et le Fonds Monétaire International de la Troïka. Mais vous savez sans doute que toutes les décisions ont été prises par l'unanimité des États membres, notamment la Belgique. Votre gouvernement, le gouvernement que vous soutenez, a voté en faveur de tous ces programmes. Bon, pourquoi? Parce que la Commission européenne, le Fonds monétaire international, ce n'est pas nous qui avons invité le Fonds monétaire international, ce sont des gouvernements européens qui ne voulaient pas que ce soit la Commission et qui ont mis le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. Nous travaillons dans le cadre d'un mandat qu'on nous donne. Et le mandat, c'est lequel? On nous donne un montant maximum qu'on peut utiliser, et après il y a l'analyse de la soutenabilité de la dette qui est d'ailleurs faite par le Fonds monétaire, et voilà ce que nous avons fait. Par exemple, quand la crise en Chypre est arrivée, nous, Commission européenne, nous avons dit nous avons besoin de 16 milliards d'euros pour aider Chypre.
les gouvernements, dans ce cas ce n'est pas la Belgique, mais d'autres gouvernements, vous savez lesquels, ont dit maximum 10 milliards d'euros. Alors bien sûr, la courbe d'ajustement est beaucoup plus dure, mais vous pensez que nous avons un intérêt, nous la Commission, de faire causer plus de souffrance à nos amis cypriotes, grecs? Moi j'aimerais bien avoir plus d'instruments, mais alors il faut que les États membres nous les donnent. Donc il faut rappeler que tous les programmes d'ajustement, que ce soit en Grèce, en Irlande, au Chypre, et mon pays que je connais bien, le Portugal, qui d'ailleurs souffre des conditions terribles aussi, c'est avec les montants qu'on a mis à notre disposition, qui sont quand même des montants importants, soyons clairs, mais que si on avait plus, on pourrait faire davantage, on pourrait avoir, disons, une correction de la dette beaucoup plus souple. Et alors, pour lancer ce deuxième débat, que fait l'Europe pour les citoyens? Beaucoup de citoyens, Monsieur le Président, ont l'impression que l'Europe c'est une immense machine à faire des règlements et uniquement que cela. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre en 30 secondes? 30 secondes. C'est mieux avoir un règlement au niveau européen que 28 règlements au niveau national. C'est ça la question. Nous avons un marché intérieur. Que c'est une grande ressource. Parce que maintenant, une petite entreprise belge ne pense pas simplement à la Belgique. Elle peut exporter sans aucune restriction dans toute l'Europe. Alors, bien sûr, nous devons éliminer des réglementations nationales qui créent beaucoup d'obstacles. Alors, c'est pourquoi la Commission, encore une fois, la Commission, elle propose, mais après qui approuve sont les États membres et le Parlement européen d'ailleurs, qui fait d'ailleurs un travail remarquable là-dessus. Donc, vous voyez un peu comme c'est facile la démagogie. Bon, il y a des caricatures qui ne correspondent pas à la vérité. C'est vrai que parfois il y a des réglementations qui ne sont pas nécessaires. D'ailleurs, je l'ai dit. Et si ce n'est pas nécessaire, si c'est trop intrusif, si on entend la vie des gens, je crois qu'on devrait en finir. Mais, ceci dit, si vous voulez que l'Europe fonctionne, nous avons besoin de remplacer les législations nationales dans beaucoup de domaines pour permettre qu'il n'y ait pas d'obstacles et pour profiter au maximum du marché unique européen qu'avec 500 millions de personnes, c'est le plus grand marché intégré en termes de valeur au monde, encore plus important que les États-Unis ou que la Chine. Oui, mais c'est vraiment le degré zéro du débat démocratique. Si c'est la seule chose que vous avez à répondre, c'est franchement très bon. Allez, voilà. Allez, je vous propose, juste au début de ce débat, Olivier, on a demandé que ce soit respectueux de chacun et on se termine. Voilà. Je propose peut-être de rebondir quand même sur ce que disait la princesse aussi. Voilà. C'est vraiment pas cool de lancer des œufs. Depuis que ça coûte en plus. Je crois que, Monsieur le Président, peut-être sur ce qui s'est passé, on se calme, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est dans un événement, franchement... C'est de pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà. À propos du drame de Lampedusa, il y a eu plus de 300 morts. Qu'est-ce que l'Europe peut faire face à cette, pardonnez-moi le jeu de mots, vague d'immigration? Tous les jours, il y a des bateaux qui arrivent et il y a régulièrement des drames. On parlait de 25 000 morts depuis 1995. J'ai visité Lampedusa, précisément à la demande du gouvernement italien. Et vous vous êtes fait siffler, hein? Enfin, l'Europe, je crois que c'est aussi le gouvernement italien, si vous voulez. Mais enfin, ça n'est pas... C'était la négation des gens. Mon avis, ce que je vais garder de la visite à Lampedusa, c'est pas ça, mais une image que je ne vais jamais oublier, de voir 300 cercueils, notamment des cercueils blancs, des enfants qui sont morts à environ 700 mètres de la côte de Lampedusa. Lampedusa, c'est une petite île italienne qui est 27 km², je crois, 5 000 personnes, qui appartient à la région de la Sicile, mais qui est plus proche de l'Afrique que de l'Europe et même que de la Sicile. Alors, bien sûr, tous ces gens-là viennent précisément parce qu'ils veulent travailler en Europe et risquent leur vie. Ils sont exploités par des gens sans scrupules qui obtiennent tout l'argent qu'ils ont et après, parfois, ils meurent en Méditerranée sur nos rivières. La question, c'est qu'est-ce que l'Europe doit faire? Est-ce qu'elle doit accentuer le côté forteresse ou bien est-ce qu'elle doit se dire on doit prendre une part de l'immigration? Elle doit prendre une part d'immigration. D'ailleurs, je l'ai dit là-bas, nous avons des exilés en Europe, 5 pays prennent plus de 70% des exilés. C'est l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Belgique, vous êtes un des pays les plus généreux en Europe, et aussi la Suède. Après, ça vient l'Autriche, et seulement après vient l'Italie.
Donc, il nous faut faire un burden sharing, comme on dit en anglais, une partition des responsabilités. Nous, encore une fois, nos commissions, nous appelons ça tous nos vœux. Nous proposons ça au Conseil des ministres. Mais là, c'est le domaine où les gouvernements disent c'est notre droit souverain. Chacun reçoit ce qu'il veut. Et alors, l'agence européenne Frontex, quand je suis arrivé, elle avait 60 fonctionnaires. 60, c'est un peu comme une station de police moyenne dans une ville moyenne d'Europe. Aujourd'hui, elle a quand même 700. Et qu'est-ce qui fait l'agence? L'agence, nous n'avons pas en Union européenne, je n'ai pas des navires, je n'ai pas des frégates, je n'ai pas des avions, mais les États membres l'ont. Alors on peut faire la poule, on peut utiliser... c'est une politique coordonnée au niveau c'est ça. européen. Il faut combiner les deux. Pour répondre directement à votre question, il faut les deux. Il nous faut être solidaires. Accepter ces gens comme ce garçon de 14 ans avec lequel je parlais, d'Érythrée, qui a laissé ses parents parce qu'il ne pouvait plus vivre là-bas. À être solidaire et généreux, mais en même temps, il faut aussi avoir le courage de dire nous ne pouvons pas recevoir tout le monde en Europe. Donc il nous faut aussi protéger notre frontière extérieure, il nous faut lutter contre les réseaux de trafiquants d'êtres humains qui, eux, mettent les gens dans ces situations. Donc qui a créé ce problème, encore une fois? C'est pas l'Europe, c'est la situation dans ces pays africains qui est horrible. Nous devons aider, mais quand même, c'est un domaine d'une complexité immense où je crois qu'il faut éviter les positions extrêmes. Là, j'ai une conviction profonde. La vérité, c'est que les gens se sont presque devenus addicts, viciés dans une sorte de croissance qui était une croissance artificielle. Une croissance d'ailleurs qui a été impulsionnée pour les banques qui voulaient faire des affaires à tout prix, qui ont dit achetez. Donc c'est une autre forme de croissance. Alors, il nous faut une croissance soutenable, respectueuse de l'environnement, mais la décroissance n'est pas une solution. Parce que la décroissance, ça veut dire plus de chômage. Et à mon avis, le plus grand drame que nous avons aujourd'hui en Europe, c'est le chômage. Et la décroissance dirait plus de gens au chômage. Donc une croissance soutenable, une croissance équilibrée, pas appuyée sur une dette excessive, pas une croissance respectueuse de l'environnement. Ça, je crois, doit être le modèle européen. Voilà comment éviter d'importer n'importe quoi à n'importe quel prix, tout en permettant justement, grâce à ce traité transatlantique, l'importation de produits qui viennent de pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Merci. Notre idée n'est pas de baisser du tout nos standards, soit en termes environnementaux, en termes de protection des travailleurs, en termes de protection des consommateurs, en termes des règles, disons, hygiéno-sanitaires. Pas du tout. Là, nous l'avons déjà dit. En tout cas, moi je crois que c'est un grand atout pour nous d'avoir cet accord avec les États-Unis. L'Europe va en bénéficier d'ailleurs plus que les Américains. Aujourd'hui on est à 28, est-ce qu'on a atteint la taille critique? On sait qu'il y a plusieurs pays qui sont candidats à l'adhésion, notamment la Turquie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'Europe va encore grandir? Est-ce qu'il faut patienter? Écoutez, aujourd'hui à l'université, j'ai répondu à une question comme la vôtre des étudiants. L'année prochaine, on va évoquer le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale qui a touché spécialement cette région, Liège et la Belgique. Et vous vous rappelez où cette guerre a commencé? C'était au Balkan. Alors je crois que nous avons le droit, le devoir d'aider à stabiliser les Balkans. Ce qui était l'ancienne Yougoslavie. Il y a déjà 2 pays qui sont membres, c'est la Slovénie et maintenant la Croatie, mais il y a la Serbie, il y a encore des problèmes en Bosnie-Herzégovine, il y a l'Albanie, il y a l'ancienne République yougoslave de la Macédoine, et il y a encore le Kosovo. Alors à mon avis, c'est dans notre intérêt, parce que n'oublions pas, entre 92 et 95, plus de 100 000 personnes sont mortes ici, à côté de nous. Et j'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque, et j'ai vu que l'Europe était impuissante. À la fin, c'était l'OTAN et les États-Unis qui ont dû intervenir parce qu'il n'y avait pas une position commune en Europe. Ceci pour vous dire que je crois que nous devons intégrer les Balkans en Europe. D'ailleurs, si nous voulons être une Europe puissance, pas simplement une Europe espace, mais une Europe puissance, comment pensez-vous qu'on peut nous regarder en dehors de l'Europe, des États-Unis aux Chinois, s'il va que nous ne sommes pas capables quand même d'aider à stabiliser nos voisins immédiats? Donc, l'Europe aujourd'hui compte beaucoup plus dans le monde qu'auparavant, quand l'Europe était des 6 ou des 9 ou des 12. Il y a une certaine nostalgie qu'on n'a pas encore compris.
Pourquoi? Parce que nous avons maintenant une dimension continentale. Et si on élargit, oui, mais en même temps, on doit approfondir. Ça, c'est l'avenir de l'Europe. Et c'est comme ça, avec cette dimension, que nous pouvons parler d'égal à égal avec nos partenaires américains ou chinois et les autres, parce que le 21e siècle sera le siècle de la mondialisation avec les grands espaces. Et c'est évident que nous avons besoin de cette dimension si on est capable en même temps d'approfondir et créer l'union politique. Vous savez que nous avons proposé maintenant le nouveau projet qui s'appelle Horizon 2020, avec une dotation, d'ailleurs, là nous avons obtenu des augmentations des crédits pour la recherche au niveau européen, et précisément nous travaillons pour avoir de plus en plus cette synergie européenne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont une National Science Foundation, une agence nationale pour tous les États-Unis. En Europe, nous avons 28 agences nationales de recherche. Très bien. Elles peuvent continuer, mais en même temps, il nous faut consolider l'espace européen. Vous savez qu'on publie plus de papiers, papers scientifiques en Europe qu'aux États-Unis. Mais parfois, on n'a pas cette dimension, cette escale. Donc, c'est pourquoi la Commission travaille, par exemple, de façon très concrète. J'ai visité l'université de Cambridge. Vous savez que jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible, ça commence à être maintenant. Si un chercheur va d'un pays à l'autre, il ne peut pas porter avec lui sa pension. C'est une des raisons qui crée des obstacles à la liberté de circulation des chercheurs et la véritable espace européen de recherche. Mais là aussi, nous avons fait des propositions et je crois que là, on va connaître des progrès parce que la mobilité est en train de croître en Europe aussi pour la recherche. Je crois qu'on a évoqué tout à l'heure à travers la solidarité qui était sur l'écran, parce que la solidarité, c'est pas seulement celle à laquelle on pense à travers les systèmes sociaux, c'est aussi ce que l'on a fait pour des pays qui étaient en dehors de l'Union européenne et qui ont rejoint l'Union, que ce soit en termes de paix et de démocratie, Emmanuel Barroso l'a évoqué, mais aussi en termes de développement. Quand on voit ce qui a été fait pour le sud de l'Europe, quand on voit ce qui a été fait pour l'Est, ce sont vraiment des démarches de solidarité très fortes. Et on pourrait aller plus loin encore aujourd'hui. Mais c'est ce que j'en retiens le plus de la construction européenne, cette volonté finalement de créer une vraie solidarité entre États et entre habitants de l'Union européenne. Jean-Claude Marco. Moi je pense que c'est un esprit européen que nous avons créé par la création de l'Europe avec la paix, bien sûr, que c'est la plus longue période de paix sur le continent depuis que l'Europe existe, et c'est la volonté, et c'est pour ça que j'insiste sur la jeunesse. La jeunesse, c'est véritablement ce qui fera demain l'Europe, une population homogène. Et ça, c'est la valeur de, je dirais, des 6 fondateurs qui étaient un développement économique fondé sur le respect des citoyens. Si nous avons confiance en nous, comme le disait le président tout à l'heure, eh bien je pense que ce modèle européen, nous avons la capacité de le transmettre au monde entier. Je suis complètement d'accord avec M. Marcourt et M. Reinders. Je voudrais simplement ajouter la chose suivante. Je suis convaincu que de la même façon que la génération initiale qui a créé ce grand projet, qui est le plus beau projet dans l'histoire de l'humanité en termes de coopération entre les États, c'est le plus grand succès. Jamais dans l'histoire vous avez eu tellement de pays coopérant autour d'une même idée. Bon, si c'était l'idée de la paix, après un peu de la démocratie, je crois qu'aujourd'hui, le grand défi que nous avons au monde, c'est précisément ce qu'on appelle la mondialisation. Le monde est en train de connaître des transformations radicales sur tous les domaines. Pourquoi? Parce que ces transformations sont indépendantes des politiciens. C'est en grande mesure grâce à la technologie et à la science. Et dans cette mondialisation, pour moi, il est évident que si nous, Européens, ne sommes pas unis, alors nous n'aurons pas la même dimension que nos amis américains ou que les Chinois ou les Indiens ou d'autres qui ont cette dimension. Comme l'a dit un grand Européen et belge, Paul-Henri Spaak, en Europe, il y a des pays qui pensent qu'il y a des pays grands et petits. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes tous petits. Même les plus grands pays européens sont très petits à l'échelle d'une puissance américaine ou d'une puissance chinoise. Donc il nous faut précisément, pour défendre nos valeurs qui sont complètement actuelles, les valeurs de la paix, les valeurs des pères fondateurs, pour défendre ces valeurs, mais aussi pour protéger nos intérêts, il nous faut la dimension européenne. Et cette solidarité européenne, c'est là, je crois, la nouvelle narrative, comme on dit maintenant, pour l'avenir de l'Europe. C'est une Europe capable de défendre avec conviction ses valeurs et protéger ses intérêts dans le XXIe siècle de la mondialisation. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Je crois que le grand projet de l'Europe, c'est l'Europe de la jeunesse.